Déjà, donc, merci à tous d'être venus. Hein. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et je vais laisser la parole à notre cher président pour annoncer la keynote qui arrive en grande pompe. Grande pompe, je sais pas. Je suis un peu embêté parce que le premier keynoteur, en fait, c'est pas vraiment un keynoteur, c'est une rockstar. Alors, pour lancer une rockstar... Alors, pour lancer une rockstar, je vais avoir besoin de vous. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Ce que je vais vous demander, dans un premier temps, c'est de taper dans les mains et vous allez comprendre tout de suite. OK? Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, Johnny Blondel! Ouais, un peu la pression, parce qu'il en avait quand même fait des caisses. Enfin, un peu, on va dire. Il n'y a pas de doute, on est vraiment à Grenoble. Du coup, j'en perds même ma première phrase. En fait, je suis venu pour vous parler de la force du collectif. Et je commençais par une question. À votre avis, c'est quoi qui fait réellement la force de nos équipes? L'agilité, vous le savez, ça repose sur 4 valeurs. C'est le thème qui va nous réunir pendant ces 2 jours. Mais il est surtout question d'humain, il est surtout question de relations interpersonnelles, il est surtout question de collectif. Et la force ne vient pas que de soi, elle vient beaucoup des autres. Parce qu'en fait, c'est ensemble que nous réussissons, c'est ensemble que nous collaborons, c'est ensemble que nous grandissons. Occupe-toi de toi. Ouais, non, parce que c'est difficile quand même de démarrer après tout ça. Oui, donc la force vient beaucoup des autres. Et vous savez, moi, quand on m'a proposé de faire cette keynote, j'ai accepté aussitôt avec un grand enthousiasme, parce que c'est Grenoble, je sais que c'est une ambiance unique. Mais en même temps, je vous avoue, il y avait beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'appréhension parce que justement, la première des raisons, c'est que Agile Grenoble, c'est très important pour moi. En fait, je viens ici depuis 2016. J'ai rencontré plein de personnes formidables. Et je me rappelle très bien, en 2016, l'aventure avait commencé par une keynote extraordinaire de Christian Denartigue. Juste après, j'avais découvert Maxime Bonnet pour la première fois et il m'a fait découvrir le management 3.0. C'était très marquant. Après, c'était Romain Couturier. L'après-midi, c'était Franck Rajad, suivi d'Alexandre Boutin. Alors ça, j'ai pris quand même une claque dès la première journée, mais après, j'ai vu plein d'autres conférences, plein d'autres ateliers. J'ai vu plein de choses extraordinaires. Donc, parler devant vous, c'est quand même assez challengeant. Et donc, je vous remercie de l'honneur que vous me faites. La force vient beaucoup des autres. C'était ça le message que je voulais vous faire passer. Et c'est une tradition à Grenoble, mais c'est aussi un grand plaisir de remercier les sponsors. Donc, si vous voulez bien, on l'a fait tout à l'heure, mais je vous propose d'applaudir les sponsors. C'est un peu moins péchu que tout à l'heure. Moi, je vous propose de vraiment mettre les watts. Parce qu'il y a quand même des personnes qu'il va falloir remercier. Là, j'aimerais bien que dans quelques instants, vous vous mettiez à applaudir très très fort, à crier, à faire un maximum de bruit. J'aimerais bien qu'on puisse tester les limites de cet amphithéâtre. Parce qu'il y a des personnes qu'il va falloir vraiment remercier. C'est les organisateurs. Je vous assure qu'ils font un travail exceptionnel. J'entends rien. J'entends rien.
Donc voilà, un énorme merci aux orgas de cette année et de toutes les années précédentes, bien sûr. Alors bonjour à tous, moi je me présente. Donc, moi c'est Johnny, vous l'avez entendu tout à l'heure. Ouais. Non, mais arrêtez. C'est ma 5e session à Agile Grenoble et c'est aussi ma première keynote. Et quand je vous disais tout à l'heure que la force venait des autres, en fait, ce qui m'a donné la force, c'est pas que moi, c'est beaucoup les autres. C'est Agile Grenoble qui m'a fait confiance. C'est beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans la préparation de la keynote. Et puis aussi, je compte un petit peu sur vous pour me soutenir pendant ces 45 minutes restantes. Donc si vous voulez bien, je propose qu'on fasse partie de la même équipe. Et 31, c'est parce que je viens de Haute-Garonne, voilà, encore un Toulousain. Ça fait... il y en a quelques-uns. Ça fait 25 ans que je travaille dans une société qui s'appelle Viveris. Et 10 ans que je suis vraiment dans l'univers de l'agilité. Alors je fais pas mal de choses, je fais quelques conférences, je fais partie d'une communauté très sympa. J'étais Scrum Master pendant 5 ans, je donne des formations Scrum Master, PO, découverte de l'agilité, si jamais ça vous intéresse. Et puis je fais des interventions dans les écoles, voilà, dans les écoles. Alors j'aime bien faire ça du niveau collège au niveau universitaire. Voilà, je fais découvrir l'agilité, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et les petits logos derrière, c'est pour juste me faire penser que si je viens là, c'est vraiment par plaisir de partager, et puis c'est pour me connecter avec vous. Alors bien sûr, il y a un rôti, vous avez vu, il y a un rôti express, mais je suis là avec vous pendant 3 jours, donc venez me voir s'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi, je ne détiens aucune vérité, donc c'est complètement OK si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que je vais vous dire. Donc surtout, venez me voir, je suis là pour ça, quoi. Je ne suis pas méchant. Alors, moi, au début, je me suis posé 2 questions. C'est quels sont les facteurs clés d'un collectif agile performant, mais surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Voilà. Et pour essayer de répondre à cette question, moi, j'ai envie de vous emmener dans un univers. J'ai envie de vous emmener dans l'univers du cirque. Et vous allez voir qu'entre l'univers du cirque et l'univers de l'agilité, il y a pas mal de choses en commun. Alors, comme tout spectacle de cirque, c'est une conférence que j'ai voulu tout public. Donc, j'ai parlé de choses simples et fondamentales. Donc, si vous êtes débutant, peut-être que ça va semer quelques graines. Si vous êtes expert en agilité, je vais rien vous apprendre. Mais en tous les cas, je vous invite à venir voir ce qui se passe sous le chapiteau. Alors, pour commencer, comme vous savez, je vais parler du cirque. Je vous invite à une petite réflexion, d'imaginer pendant quelques secondes à plusieurs artistes de cirque. Voilà. Essayez d'en trouver plein, et vous allez voir, ça va servir pour après. Je vous donne quelques secondes. J'espère que vous en avez trouvé quelques-uns. Alors déjà, moi, j'avais envie de parler du cirque, parce que je trouve que c'est quelque chose de très inspirant. Parce que le cirque, c'est quoi ? Ce sont des talents, ce sont des métiers qui collaborent ensemble et qui ont ce point commun d'améliorer leur niveau d'agilité, leur niveau de performance. Et puis, s'ils améliorent leur agilité, leur performance, eh bien, ils le font pour leur propre satisfaction, parce que souvent, c'est des métiers passion, mais ils le font aussi pour livrer le meilleur produit. Et leur produit à eux, c'est le spectacle. Et la qualité du spectacle, elle se mesure directement par la satisfaction du client. Le client, c'est le spectateur. Il y a une véritable causalité entre agilité, performance, et puis satisfaction pour eux ou pour le client. Alors je vous invite à cette réflexion. Quand vous mettez en place des approches agiles dans vos organisations, est-ce qu'il y a réellement une satisfaction pour les équipes ou pour le client ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réfléchir à quoi ça sert. Est-ce que ce n'est pas du bullshit ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, des choses à abandonner ? En tout cas, moi, cette manière de réfléchir, ça m'a permis d'avancer. Donc, je vous laisse avec cette question. Mais je vais me recentrer sur les facteurs de performance du collectif agile. Et vous savez, moi, dans mon métier, je suis amené à mettre en place des équipes. Et mon objectif, en fait, c'est de réussir le meilleur des castings. Faire en sorte que tout le monde soit à sa place. Alors, tout le monde a du talent, mais il faut que chacun soit à la meilleure des places. Je ne sais pas si vous connaissez cette référence, c'est un film de Tim Burton, c'est Big Fish.
Et en fait, tous les acteurs ont du talent. Malgré tout, Danny DeVito, malgré son énorme talent, eh bien, peut-être qu'il ne serait pas aussi bon dans le rôle du géant ou des contorsionnistes. Enfin, quoique, avec Tim Burton, on peut s'attendre à tout. En tout cas, chacun a sa place. Et moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le savoir-faire et le savoir-être. C'est important que les personnes aient les compétences, mais aussi les qualités humaines. Je vous donne un exemple, c'est que moi j'aime bien que, je sais pas moi, que les product owners aient évidemment les connaissances techniques, mais soient plutôt des personnes assez organisées, avec un goût du produit. Moi j'aime bien que les Scrum Masters soient des personnes qui connaissent un petit peu le Scrum Guide, un petit peu le principe de l'agilité, mais qui soient également des personnes peut-être de créatifs, avec un goût pour l'humain, des personnes de communicantes. Et puis quand j'essaie de trouver un bon casting pour mes équipes, eh ben, j'essaie de faire en sorte que leur qualité personnelle soit en adéquation les uns avec les autres. J'essaie de créer une équipe qui, a priori, ait toutes les chances de marcher. Parce que moi, mon but, c'est de faire en sorte que les équipes fonctionnent, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est suffisant d'avoir une équipe de killers pour que ça marche? Je ne suis pas forcément pas sûr, mais peut-être. Lewin a dit en 1947 que le groupe est supérieur à la somme des individus qui le composent. J'adore cette phrase. Et d'ailleurs, c'est peut-être le rôle du Scrum Master de faire en sorte que cette phrase soit toujours vraie. Pour faire plaisir à Bruno Sbil, qui va nous faire la keynote cet après-midi, eh ben, je vais citer aussi un de ses compatriotes, qui est assez philosophe, vous connaissez peut-être, c'est Jean-Claude Van Damme. Il avait dit cette phrase d'une autre manière. Il avait dit que 1 plus 1, alors faut que je fasse aussi. 1 plus 1, eh bien ça fait pas 2, mais peut-être que ça fait 11. Bon, le facteur 5 est peut-être un petit peu exagéré chez Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ah, il y a des Belges, ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, moi, à Lewin, Jean-Claude Van Damme, moi, en fait, j'ai envie de leur dire un grand oui. Mais pas forcément, ça dépend peut-être aussi d'autres trucs. Bon, ces autres trucs, je vous propose de les voir ensemble. Tout à l'heure, je vous avais dit de penser à des artistes de cirque, vous vous souvenez ? Alors, à main levée, est-ce que des personnes parmi vous ont pensé à des funambules ? Ouais, pas mal. Est-ce que des personnes parmi vous ont pensé à des jongleurs ? Ouais, un petit peu aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé aux clowns rigolos ? Ah, vachement, ouais, beaucoup de clowns. Est-ce que des personnes parmi vous ont pensé aux magiciens ? Un peu moins. Est-ce que des personnes parmi vous ont pensé aux clowns blancs ? Pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Ah, c'est surprenant. Parce qu'en fait, le clown blanc, c'est pas ce qui vient à l'esprit. Le clown blanc, c'est un petit peu le monsieur discipline, le monsieur rigueur, cadre, stabilité, assiduité, régularité. Dans le cirque, c'est celui qui est pas drôle. C'est la personne qui malgré tout, va donner une vision dans le spectacle, qui va parfois créer des enchaînements entre les différentes livraisons de numéros. Mais c'est vrai qu'il n'est pas drôle et on n'y pense pas souvent. Et puis finalement, c'est un petit peu comme dans notre travail du quotidien. Quand on parle agilité, on va penser peut-être à des trucs sympas, quoi, les rétros, la gamification, la bienveillance, plein de choses comme ça, mais on ne va pas forcément penser à tout ce qui est autour de la discipline, de la régularité, tous les trucs un petit peu comme ça, peut-être un peu négatifs. Hein. Et pourtant, c'est pas négatif du tout. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'essence même d'un fonctionnement efficace. Parce que l'agilité, c'est pas forcément quelque chose de rigolo. C'est pas quelque chose forcément de cool. Et quand il y a des personnes qui veulent travailler avec moi, eh bien, la première chose que je leur dis, c'est, déjà, j'essaie de casser limite agile, je mets un bon coup de bégon, parce que non, l'agilité, c'est pas forcément cool. Quand des personnes veulent travailler avec moi et que je leur demande pourquoi, ils me disent des fois, parce que l'agilité, c'est cool parce qu'il n'y a pas de documentation. Alors je leur explique, non, avec moi tu vas être servi parce que moi je travaille beaucoup dans le médical, je travaille beaucoup dans le satellite et je vais livrer énormément de documentation. Mais par contre on ne va pas la faire à l'avance de manière exhaustive, on va la construire au fur et à mesure parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais avec moi tu auras beaucoup de documentation. Et oui. On me dit aussi des fois qu'il n'y a pas de planification.
Alors je leur dis, bah non, on ne planifie pas tout à l'avance parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Mais par contre, la planification, tu vas en faire, mais peut-être même plus qu'avant. On va planifier peut-être en PI, en sprint planning, en daily, tous les jours devant notre Kanban, j'en sais rien, mais on va planifier beaucoup plus qu'avant. Il y en a même aussi qui m'ont dit que l'agilité, c'était cool parce qu'il n'y avait pas de chef. Alors je ne sais pas quelle valeur du manifeste leur a permis d'arriver à cette conclusion, mais en tout cas, bienvenue dans le monde de l'entreprise, il y a des chefs, il y a des règles. Alors donc c'est important de respecter le cadre. Mais en même temps, c'est important de sortir du cadre. C'est important de sortir du cadre pour peut-être se recréer un autre cadre. On doit être flexible dans nos approches. Il faut être capable de s'adapter aux changements. Alors je fais aussi la chasse à la police de l'agile. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des personnes qui sont parfois certifiées PSM1, qui sont un peu dangereuses. Il y en a parmi vous. Des personnes qui vont prendre le Scrum Guide comme si il s'agissait d'une méthode. Alors qu'il n'existe aucune méthode agile, on est bien d'accord. Alors j'avais donné l'exemple l'année dernière. Alors désolé pour ceux qui étaient venus à une de mes confs l'année dernière. Mais j'aime bien cet exemple. C'est que j'ai connu une personne qui était certifiée PSM1, qui mettait son chrono en daily, je vous assure c'est vrai, hein, qui mettait son chrono en daily, et à 15 minutes 0 secondes, elle disait stop. On finira demain. Parce que dans le Scrum Guide, c'était marqué que c'était 15 minutes. Et j'aurais plein d'exemples comme ça, quoi. Alors oui, il faut être flexible. Et en même temps, oui, il faut de la discipline. Alors finalement, l'agilité, c'est quoi ? C'est peut-être un équilibre entre les deux. Un petit peu comme cette équipe de funambules. Nos équipes agiles, c'est un petit peu ça. Vous savez, en fait, pour pas qu'ils se cassent la figure, ces gens-là, il faut que la corde soit souple. Mais alors, je vous assure, si elle est trop souple, ils vont tous tomber. Il faut qu'elle soit légèrement souple, mais si par contre, en revanche, elle est trop tendue, la corde se casse. C'est un petit peu ça notre métier, en fait. Alors oui, j'ai donné un exemple en dessous. C'est par exemple moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai rien contre quand un client me dit qu'il faut changer un élément du sprint backlog en cours. Moi, j'ai aucun problème. Évidemment, si ça arrive très fréquemment, peut-être qu'il faut qu'on raccourcisse notre durée de sprint. Il faut peut-être qu'on change notre méthode. Il faut peut-être qu'on passe à une autre méthodologie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai aucun problème pour accueillir favorablement le changement. Pour moi, c'est un peu la base. Donc, il faut jongler un petit peu entre les deux. Bien sûr, il y a des limites à ça. Il ne faut pas que ça arrive non plus tous les jours. Alors une équipe agile performante, c'est peut-être aussi une équipe de jongleurs. Parce que c'est vrai, on est toujours en train de jongler avec les tâches et les priorités pour satisfaire notre client. Alors moi, je suis tombé dans certains pièges. Vous savez, j'étais Scrum Master il y a quelques années, et j'étais fier de quelque chose. C'est que j'avais une prédictibilité de 100%. Je vous assure. J'oscillais entre 97% et 103% de prédictibilité. C'est-à-dire que j'étais capable, à backlog constant, de savoir précisément quand est-ce qu'on allait livrer. Alors mon PO était super content de ça. Mais en même temps, est-ce que j'étais sur le bon chemin ? En y repensant maintenant, je pense pas. En fait, quelque part, c'est vrai, j'étais très prédictible, mais en même temps, peut-être que j'étais en train de créer une pression vis-à-vis de mes équipes pour qu'on arrive à tenir des objectifs de vélocité. Et en y repensant maintenant, avec le recul, je pense que j'étais pas forcément sur le bon chemin. Ce qui est essentiel, c'est de centrer l'effort sur l'équipe et non pas la performance individuelle. J'étais en train de créer des silos. Et vous savez, moi je viens de Toulouse, c'est le pays du rugby. Et au rugby, c'est pas forcément... ce qui est important, c'est de gagner, c'est que l'équipe gagne. C'est pas de marquer les essais.
Et au rugby, c'est assez ingrat, c'est qu'il y a souvent les gros piliers là, qui sont au centre, et eux, ils ne marquent pas d'essais. Ceux qui marquent les essais, c'est les beaux gosses, c'est les ailiers, ceux que vous voyez dans les calendriers. Alors qu'en fait, le pilier, il a un rôle essentiel. Voilà. Et dans nos équipes, c'est peut-être la même chose. Celui qui va faire que 2 points, alors que les autres en font une vingtaine, c'est peut-être lui le plus efficace. C'est peut-être lui qui va vraiment aider le reste de l'équipe à ce qu'on tienne collectivement nos objectifs. Pardon, je prends un petit peu d'eau. Hein. Ça doit s'entendre. Merci. Et peut-être aussi qu'on est tous des magiciens. L'agilité, ça nous encourage à adopter une approche créative. Et ça, c'est grâce à la magie de l'intelligence collective. Toujours en train de faire disparaître des difficultés, faire apparaître des opportunités. Je pense qu'on est tous des magiciens. Une équipe performante, c'est aussi une équipe qui est capable de se reconstruire. Parce qu'en fait, la stabilité, elle n'existe pas. Hein. Il y a toujours des personnes pour se casser le coude. J'en ai encore eu un la semaine dernière. Il y a des personnes qui peuvent démissionner, déménager, je ne sais pas. Dans la vraie vie, la stabilité n'existe pas. Et donc, il y a toujours besoin de se reconstruire. Vous savez, au début, je vous avais dit qu'il faut faire un super casting. Et malgré tout, il va falloir continuellement se réinventer. Dans l'image qui est là, si la plus petite, peut-être, qui se trouve en bas, se casse une jambe, il ne faudra peut-être pas chercher une autre personne du même gabarit pour prendre la même place. C'est peut-être celle du haut qui va prendre sa place et on va plutôt remplacer celle du haut. Ou plutôt, dans la réalité, on va changer finalement toute l'équipe de manière systémique. Je pense qu'on ne remplace pas une personne par une autre, mais on change complètement l'équipe. Donc c'est là aussi où le Scrum Master, si on fait du Scrum, a une forte responsabilité. Dans le métier, on doit aussi apprivoiser l'incertitude. C'est vrai qu'on travaille dans un monde VUCA, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas exactement ce qu'il va falloir faire précisément. Et donc, une équipe performante, c'est peut-être une équipe qui est capable de l'accepter, sans stress. Et puis donc, du coup, la transformer en une performance, mais aussi de la réduire. Hein, ce lanceur de couteau, au début, il ne savait pas trop où est-ce que le couteau allait tomber, et puis là, il a toujours de l'incertitude. Bon, j'espère que c'est à 1 centimètre près, parce que celle qui va stresser, c'est plutôt la blonde qui est en face. Mais en tout cas, c'est notre quotidien, et ça, c'est notre force. Je pense que ici dans la salle, c'est notre point commun, en fait, en tout cas, d'être confronté à cette incertitude. Alors cette phrase avait été citée l'année dernière en keynote. J'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais la remettre. C'est une phrase de Julia Rosowski, qui avait contribué au projet Aristote. Elle avait dit que les facteurs de performance sont dans les liens invisibles. Et dans la keynote de l'année dernière, il y avait une phrase que j'avais adorée, c'était je ne me rappelle plus son prénom, c'était Pampil, mais je ne me rappelle plus son prénom. Pardon. Catherine Pampil, pardon. Et elle avait dit qu'avec l'expérience, pour illustrer que c'est dans les liens invisibles, finalement, on finit par le sentir, en fait, quand il y a une mauvaise ambiance, quand ça dysfonctionne dans un projet. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, je la rejoins totalement. La performance est dans des interactions dynamiques interpersonnelles. On joue vraiment dans l'invisible. Et pour rester dans l'invisible, pour moi, quelque chose qui est très important dans nos équipes, c'est de cultiver la transparence. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Et quand je parle de transparence, c'est une vraie transparence, une transparence authentique. Être transparent dans les difficultés, mais aussi dans les difficultés et aussi dans les opportunités, pardon. En fait, moi, j'ai 25 ans d'expérience et je me suis vraiment rendu compte que j'ai toujours voulu être transparent avec mes équipes, avec mes clients, et ça a toujours été payant. Donc si j'ai un conseil de boomer à vous donner, c'est soyez transparent, et vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup plus de bénéfices.
Un collectif performant, c'est aussi un collectif qui est capable de développer son intelligence émotionnelle, est capable de montrer de l'empathie pour être à l'écoute des besoins de chaque membre de l'équipe. Alors moi, je ne suis pas convaincu que j'ai vraiment cette qualité. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir une très grande intelligence émotionnelle. Mais malgré tout, je pense que ça vient avec le temps. Finalement, avec le temps, il nous arrive des choses agréables ou désagréables dans la vie. Et donc, du coup, c'est peut-être là qu'on arrive mieux à comprendre quand ça arrive à d'autres, même si la manière de percevoir les émotions est différente en chacun d'entre nous. Donc, soyez optimistes, on peut gagner en intelligence émotionnelle. En tout cas, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et puis, dans la transparence, il y a aussi la question de sécurité psychologique. Alors, il y a plusieurs points. C'est le fait de pouvoir communiquer librement au sein d'une équipe. Pour moi, ça fait partie des facteurs clés. Et puis, c'est être capable de valoriser l'expérimentation sans peur du jugement, sans blâme. Vous savez, cette artiste, eh bien, si elle est douée, enfin en tout cas j'imagine, hein, c'est peut-être grâce au filet. Parce que grâce au filet, elle a pu échouer. Et le fait d'échouer, ça lui a permis de s'améliorer. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est que le filet lui a donné le droit d'échouer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer dans nos équipes. Vous les reconnaissez ? Il est peut-être aussi question, finalement, dans la performance, tout simplement le plaisir de travailler ensemble. C'est le bien-être au travail. C'est une qualité travail-vie personnelle, un aménagement du temps de travail. Et ça, Alban va nous en parler demain dans une keynote complètement dédiée à ça. C'est le management bienveillant. Ça me semble assez évident. Et puis, il est aussi question de reconnaissance et de valorisation du travail. Alors, la reconnaissance, ce n'est pas forcément entre manager et manager. À mon sens, c'est aussi de la reconnaissance à développer en interne dans une équipe. Alors moi, quand j'étais Scrum Master, et même encore aujourd'hui, quand je donne quelques ateliers de facilitation, je fais toujours en sorte de booster cette reconnaissance en interne. Alors si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut en discuter ensemble. J'ai plein de trucs pour ça. Mais voilà, je ne vais pas vous en parler là, mais venez me voir et je vous donnerai pas mal d'astuces. Et puis, dans une keynote, il paraît qu'il faut citer des personnes très célèbres. Donc, je vais citer Steve Jobs, qui finalement est une phrase, je trouve, très efficace. Il dit que le seul moyen de faire un excellent travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. Je trouve cette phrase très puissante. Et pour pouvoir aimer ce qu'on fait, il faut être bien dans son cadre de travail. Alors, c'est bien beau tout ce que je vous dis, mais ce serait peut-être bien de trouver quelques clés du changement, quelques astuces pour pouvoir faire en sorte que ce que je viens de vous dire puisse être mis en application. Alors, ça marche. La première chose, vous connaissez tous, j'espère. Enfin, si vous ne connaissez pas bien, il y aura des sessions pendant ces 2 jours pour parler de ce sujet. Les rétrospectives. Bon, la rétrospective, vous connaissez, hein. C'est un moment unique. Alors, ce n'est pas dédié qu'à Scrum. Moi, je fais beaucoup de rétrospectives, même sur des projets où on est en fonctionnement traditionnel. Hein. Voilà, pour moi, c'est quelque chose à faire tout le temps, à appliquer dans nos organisations. C'est le moment, vous savez, où on permet de faire un pas de côté, de réfléchir à ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, de chercher des axes d'amélioration, essayer de tendre vers une amélioration continue, de tendre vers l'agilité, parce qu'on peut toujours être plus agile. Et je vais vous en donner un exemple de rétrospective. En fait, moi, j'ai créé un jeu de cartes où je reprends tous les éléments que je vous ai dit depuis le début. Donc, il y a la transparence, l'incertitude, l'équilibre, la confiance, la priorisation, discipline, cohésion, empathie, plaisir, avec des cartes pour voter. En fait, j'ai fait un squaddle check, hein, je n'ai rien inventé d'un point de vue méthode. Hein. L'idée, c'est de parler de ces différents sujets et que chaque membre de l'équipe puisse voter
sur est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits par rapport à la thématique. Et autour de ça, si on voit qu'il y a des axes d'amélioration, on travaille là-dessus ensemble. Donc si ça vous intéresse, évidemment, les slides sont mis à disposition. Et puis venez me voir pour en parler aussi. Je vous donnerai tout ça. Autre clé du changement, c'est savoir évoluer, changer de paradigme. Alors là, je vais illustrer avec un souvenir perso. Il y a quelques années, on m'a offert une place de cirque. J'ai assisté à ça. Je peux vous dire que c'est un sentiment de honte très fort de me retrouver assis devant des animaux, comme ça, montés sur des tabourets. J'ai mal vécu ce moment. J'ai pas compris. Alors heureusement, dans le cirque, aujourd'hui, maintenant, ça a évolué. Il y a des lois aussi qui les ont aidés à ce que ça change. Heureusement, ça, c'est plus du cirque. En tout cas, j'ai eu vraiment ce sentiment de honte. Et peut-être que j'aurais été plus honteux si j'avais fait partie du membre du CE qui distribuait chaque année ces places-là. Je ne vais pas citer, mais ils fabriquent des avions du côté de chez moi. Bref, c'est important de changer de culture, de se remettre en question, reconnaître ses erreurs et abandonner à temps, comme eux, heureusement, ils l'ont fait. Merci. J'en ai profité encore. Autre clé du changement, c'est peut-être d'adopter un leadership inversé. C'est de faire en sorte que les leaders soient au service de leurs équipes. Faire confiance et laisser faire ceux qui savent. Alors vous savez, moi c'est pareil, quand j'avais 30 ans et que je suis passé chef de projet, je sortais de quelques années de développement et moi j'avais du mal à accepter que les gens fassent des choses de manière différente de ce que moi j'aurais fait, quoi. C'était pas facile. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je me suis vraiment éloigné de la technique. Et donc, finalement, j'ai moins le choix, quoi. Je sais que c'est pas... Voilà, eux, ils savent beaucoup faire mieux que moi. Donc, maintenant, c'est évident. Mais en fait, c'est une véritable clé du changement. C'est vraiment, si vous êtes manager ou je sais pas, vous avez un poste où vous avez... En tout cas, vous gérez des équipes, en tout cas. C'est important de savoir faire en sorte... de laisser faire ceux qui savent. Et d'accepter que les choses n'auraient pas été faites comment vous les auriez fait, vous, personnellement. Autre clé du changement, c'est de privilégier la simplicité. Alors ça, j'ai souvent pensé à ça lorsqu'on faisait des passages à l'échelle. Moi, j'ai accompagné des organisations pour passer à l'échelle et j'ai essayé de simplifier au maximum. Et je vais citer Alexandre Boutin, qui m'avait dit une phrase qui m'a marqué, de commencer par décomplexifier plutôt que de vouloir gérer la complexité. Je pense que dans cette phrase, tout est dit. Alors dans l'exemple, c'est Stacy Garibaldi, et j'aime bien cette image parce qu'en fait, elle, pour monter en haut de son échelle, elle a juste besoin d'une échelle et de beaucoup d'agilité. Elle n'a pas besoin de certification d'une usine à gaz pour être complètement safe. Elle était facile. Alors comme c'est la thématique d'aujourd'hui, en fait je suis revenu un petit peu sur les 4 valeurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait 2 valeurs qui en particulier parlaient de l'humain. Il y en a une, c'est les individus et leurs interactions. Et puis il y en a une autre où on parle de la collaboration avec les clients. Et moi je me dis que ce serait pas mal si on pouvait en rajouter une 5e, ça c'est mon avis, ça serait peut-être de parler de la collaboration dans l'équipe. Et moi, je verrais bien un truc comme ça, quoi. La collaboration dans l'équipe, plus que la coopération dans l'équipe. C'est pas tout à fait pareil. La coopération, c'est lorsqu'on travaille chacun pour un objectif commun, alors que la collaboration, c'est quand on travaille ensemble pour un objectif commun.
Et le mot ensemble fait vraiment toute la différence. Alors en fait, là, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Parce qu'après, il y a des personnes comme Julia de Funès qui vont dire que les agilistes, ils parlent que de bienveillance. Moi, j'ai envie de vous parler d'influence, de manipulation. Ça, vous serez peut-être un peu moins habitué à ce genre de thème. Je ne sais pas si vous connaissez Cialdini. Il y en a parmi vous qui connaissent? Ah, quand même quelques-uns. En fait, Cialdini, il a dit qu'il existait six clés, 6 facteurs qui permettent d'influencer, de manipuler les gens. Il a écrit un bouquin là-dessus. Alors donc je vous les donne. Hein. C'est la réciprocité, l'engagement ou cohérence, il y a 2 mots, la rareté, l'autorité, la sympathie, la preuve sociale ou ce qu'on appelle aussi consensus. Alors comme ça ne vous parle pas. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai un exemple clé en main qui coche toutes les cases. C'est la réunion Tupperware. Ça vous parle, ça? Vous savez, la réunion Tupperware, c'est lorsque vous achetez des Tupperware chez des amis ou d'amis, quoi, et vous êtes bloqué chez des gens pendant une demi-journée pour acheter des Tupperware. Alors, il y a d'autres systèmes aussi comme ça. Il y a les réunions sextoy. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé... Non. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, c'est que chaque année, à Grenoble, il y a une ESN qui distribue des canards en plastique. Je ne sais pas s'il y a un lien. Il faudrait qu'il m'explique. Ils sont en rouge. Il y en a un parmi vous? Alors, je vais vous expliquer la réunion Tupperware. En fait, dans la réunion Tupperware, ce qui se passe, c'est que ça va commencer par, on va vous offrir un petit cadeau en plastique, un truc généralement de faible valeur. En fait, si on vous donne ça, c'est pour développer chez vous une certaine réciprocité. C'est-à-dire qu'on va vous offrir quelque chose et vous allez avoir envie d'acheter quelque chose, peut-être de plus grande valeur, en échange. Il y a l'engagement et la cohérence, donc ça c'est un peu plus personnel. C'est qu'à partir du moment où vous allez aller dans une réunion Tupperware et que vous avez bloqué peut-être une demi-journée, que vous avez peut-être fait des kilomètres pour vous enfermer dans la cuisine d'amis, je ne sais pas, pour assister à ça, si vous voulez être cohérent avec vous-même et considérer que vous n'avez pas perdu trop de temps, ça va vous inciter à acheter. Voilà, juste par ce biais de l'engagement ou de la cohérence. La rareté, c'est que certainement, quand vous irez dans cette réunion Tupperware, ça sera le seul moment où vous pourrez acheter les fameux objets en plastique, parce que demain, ça sera trop tard. L'autorité, c'est peut-être qu'il y aura des personnes emblématiques qui utilisent le Tupperware. Peut-être que vous allez découvrir que, je ne sais pas moi, Madonna, Miley Cyrus, ou voir des stars internationales comme Marie-Ange Nardi utilisent des objets Tupperware. Donc du coup, vous allez avoir envie aussi de faire comme eux. Il y a aussi la sympathie. Vous savez, la sympathie, c'est que quand vous allez être avec des amis, vous allez être bien avec eux, et vous êtes dans un cadre agréable, et donc ça va aussi vous forcer à acheter. La preuve sociale, c'est qu'à partir du moment où des amis à vous vont acheter des objets de la marque Tupperware, eh bien, vous allez avoir envie de faire comme eux, quoi. Ça fait un effet de groupe. Je vous parle de Tupperware depuis 2 minutes. En fait, c'est pour vous dire qu'en fait, finalement, ces biais de manipulation et d'influence, eh bien, on peut peut-être les réutiliser dans nos équipes. Mais évidemment avec éthique, quand même. La réciprocité, finalement, on la retrouve. Mais ce serait plutôt de l'entraide. À partir du moment où on fait en sorte que les gens puissent se soutenir mutuellement dans une équipe, eh bien, on va créer ce cercle vertueux, quoi. À partir du moment où quand on reçoit de l'aide de quelqu'un, on va aider à son tour la même personne ou une autre personne. Voilà, c'est le principe de réciprocité.
l'engagement et la cohérence. Alors ça, Scrum le connaît très bien. Hein. Lorsqu'on fait en sorte que ce soit les équipes qui s'engagent et non pas un manager qui s'engage à leur place, eh bien, c'est eux qui vont essayer de tenir leurs engagements. Et là, on va avoir beaucoup plus d'efficacité. La preuve sociale ou le consensus, on va le retrouver si on met en valeur les succès des équipes. Parce que lorsqu'on met en valeur les succès des équipes, les membres de l'équipe, avec ce sentiment d'appartenance, ils vont avoir envie de contribuer pleinement au succès. L'autorité, alors évidemment le terme autorité, j'ai plutôt envie de parler de leadership. Mais c'est lorsqu'on a un vrai leadership, alors le leadership, alors attention, parce que ça peut distribuer en fonction de la manière dont vous vous organisez, bien sûr. Mais lorsqu'on a un leadership clair, lorsqu'on donne des objectifs clairs, eh bien c'est le meilleur moyen d'engager les gens et de créer de la motivation. La sympathie, pour moi, ça va sous le sens. À partir du moment où dans une équipe, on a un environnement de travail agréable, que les gens s'entendent bien, eh bien, je pense que c'est assez naturel que ça va favoriser un bon fonctionnement dans l'équipe. Et que ça va renforcer également la collaboration. Alors il y a aussi la rareté, parce que dans nos projets, tout n'est pas forcément si facile. Il y a des moments clés. Et pour moi, c'est important de valoriser, de célébrer. Célébrer une livraison qu'on attend depuis très longtemps, un bug qui traîne dans le placard depuis des mois, n'importe quoi. C'est important de célébrer et d'apporter de la motivation, de la stimulation dans l'équipe. Alors, chacun son truc. Hein. J'en discutais cette semaine avec Benjamin Cabane, qui me disait que lui, pour marquer le coup, il apportait des chocolatines. Émilie Esposito. Oui, chocolatines. Ah oui, là-bas. Des pains au chocolat ou des petits pains dans le Nord. Allez, les ch'tis. Chocolatine, ouais. Il y a Émilie Esposito qui me disait cette semaine qu'elle apportait des galettes dans ses équipes. Et alors, le truc le plus surprenant, c'est Julie Demanze, je ne sais pas où elle est, qui, elle, fait des Welsh pour son équipe. Elle est là. Incroyable. Voilà. Bon, chacun a son truc. Moi, j'aime bien voilà, célébrer. Mais ce qui est important, c'est d'apporter de la reconnaissance et de marquer les succès. S'il n'y a pas ça, les membres de l'équipe auront l'impression qu'il y a de l'indifférence. Alors normalement, ça devrait toucher à sa fin. Il me reste combien de temps, en fait ? Voilà. Alors... Normalement, il reste moins de temps. Je vous propose pour approcher de la conclusion, un dernier secret pour booster l'intelligence collective de vos équipes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué et j'aurais pu évoquer en fait pendant cette conférence. Et je vais vous faire jouer. Et je vais vous donner un indice, parce qu'en fait, l'intelligence collective, on la retrouve dans la nature. C'est les petites abeilles. Parce qu'en fait, les abeilles, une abeille toute seule, ça a sa propre intelligence, mais en tout cas, dans un essaim d'abeilles, il y a une véritable organisation. Il y a une véritable intelligence collective. Et à votre avis, et je vais vous faire jouer un peu, hein, parce qu'en réalité, il reste combien de temps ? 7 minutes. Donc c'est bon. Il reste 7 minutes, donc je vais vous faire jouer. À votre avis, c'est quoi le secret des petites abeilles ? Quelque chose que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Et pourtant, c'est ouais, j'ai un micro. Non, mais assumez vos choix. Qui a une idée ? Ah, là-bas. Alors attention. Je vais essayer de... Voilà, Voilà. Là, il y a un... Ah, voilà. Attention, tu es prête ? Voilà, passez de force. Voilà, si vous passez...
C'est quoi le secret des petites abeilles? Voilà, il faut passer derrière, C'est un micro. Ah, Oui, c'est un micro. Je découvre la vie, pardon. Chacun sa place, pas de jugement, pas de critique. On sait ce qu'on a à faire et on le fait avec implication, investissement. Ouais. Ouais. Et au final, on sait que notre petite briquette, enfin, l'abeille sait que sa petite, ou sait pas, mais en tout cas, inconsciemment, sa briquette va construire le bon miel D'accord. qui va bien. Alors, c'était pas sa bonne idée, mais en tout cas, c'était une très bonne idée. C'était pas... Mais oui, mais merci Pardon beaucoup. d'avoir cassé ton... Non, pas du tout. Pas du tout. Il faudrait peut-être que tu renvoies le micro si quelqu'un d'autre a une autre idée qui correspond à ce que moi je voulais parler. Voilà. Ah ben c'est un jeu, hein, mais voilà. C'est quoi le secret des petites abeilles? En tout cas, merci beaucoup parce que ce que tu as dit, je suis parfaitement d'accord avec toi. Allô? Je sais pas si vous m'entendez, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, c'est qu'elles jouent collectif et qu'elles passent par tous les rôles. Donc, elles commencent par être gardiennes, ensuite elles sont nourricières, et puis elles finissent butineuses. D'accord. C'était pas ça mon idée. Mais c'est une bonne idée. Ah non, mais c'est... Je m'attendais pas forcément à ce que vous trouviez. Il reste encore un tout petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Ah, le par là. Il faut l'envoyer ici. Hop là, attention. Ça fait pas mal, hein. Mais moi, je pensais qu'une abeille, elle n'a pas conscience de son individualité et que pour elle, c'est la ruche. C'est-à-dire qu'elle ne conçoit pas qu'elle est une abeille. D'accord. Elle, c'est un essaim, quoi. Oui. D'accord. C'était pas c'est pas le truc en question, mais ok. C'est intéressant justement de partager. Eh ben, moi, Alors, pardon, vas-y. Excusez-moi. Non, vas-y. C'est la communication, en fait, je dirais. Ouais. Parce que il se passe la communication, ils vont pas se parler, mais il y a des phéromones, il y a des mouvements, et ils vont se passer sans arrêt des communications qu'il faut pour collaborer. D'accord, la communication. C'était pas mon idée. Alors, juste, je précise, hein, il n'y a pas de pot de miel à gagner, hein, je suis pas Romain Couturier. Alors, c'est où? Est-ce que, ça va là-bas. Alors, attention, là, je m'attends au pire. C'est par là, voilà. Alors, attention, hein. Non, mais on peut le faire sérieusement au début. Enfin, Vas-y, Yanis. Moi, je disais qu'ils sont tous juste jaunes et noirs, en fait. Parce que je pourrais rester dans un truc plus terre à terre. Et ben, c'était ça, mon idée. Voilà. Bravo. Merci. Mais en vrai... Exactement. Pour de vrai, en plus. Oui, c'est ça. Oui, vraiment, c'est ça l'idée. Ah, mais je commençais par la connerie, en fait. Non, moi, non, c'est que la couleur jaune et noire, c'est important dans une équipe. C'était ça mon idée. Ah merde, je pensais la connerie, mais en fait, c'est le vrai et pas le... Non, c'est vrai. Donc, du coup, l'autre idée qui est fausse... Non, c'était l'objectif commun, en fait. Enfin, c'était en fait... L'objectif commun. Ouais. D'accord. Ouais, c'était... tu vois, donc j'ai commencé par la connerie qui est le bon, c'est pas Oui, non, mais la vraie réponse, c'était jaune et noir. Là, tu m'as cassé mon truc. Regarde, là, bon. Il reste combien, là? 4? Non, justement, je ne veux pas répondre aux questions. Bon, alors je vais avancer, alors du coup. Merci. Alors du coup, jaune et noir, pourquoi, je vais vous dire. Non, en fait, mon idée, c'était pas ça, vraiment. C'était que les abeilles, vous connaissez, peut-être Maya, mais les abeilles, on aurait pu les appeler autrement. On aurait pu les appeler, je sais pas moi, Anne, Alison, Rebecca, Julie, Rachel, Charline, Van, Stéphanie, Julie, Cindy, Mimi, Isabelle. Bon, je vais pas... C'est des exemples de prénoms dits complètement au hasard, bien sûr. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, dans les abeilles,
Eh ben, il n'y a pas beaucoup de mâles. En fait... Non, mais c'est pas des conneries, parce qu'en fait, chez les abeilles, en fait, pour que ça fonctionne bien, pour qu'il y ait un maximum d'intelligence collective, il faut que le nombre de femelles soit entre 90 et 95%, et entre 5 et 10% de mâles pour assurer la reproduction, parce qu'en fait, c'est pas forcément les plus efficaces dans la ruche. Je parle des abeilles. Ouais, c'est... Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, ça me fait penser un peu à nos métiers de l'IT. En fait, moi, je me dis que... en fait, c'est surtout ça que je voulais vous montrer avant. Voilà. Non, parce que moi, en fait, j'ai trouvé aussi une étude qui a fait résonance. C'est une étude de Malone, un gars du MIT qui a fait une étude en 2017, qui a dit qu'en fait, l'intelligence du groupe était proportionnelle au nombre de femmes qu'il y avait dans le groupe. Alors, il y a des raisons à ça. Attendez, vous emballez pas trop vite. En fait, parce qu'en fait, les femmes ont en moyenne plus d'intelligence collective. Les femmes ont en moyenne, je précise bien, une meilleure communication. Et les femmes ont en moyenne une meilleure qualité d'écoute. Et donc, son étude a démontré que, en fait, grâce à ça, eh bien, plus il y avait de femmes dans un groupe, plus l'intelligence collective était élevée. Alors, j'ai quand même lu en détail l'étude, quand même. Il parle également d'inclusivité, de parité, quoi. C'est important aussi. Voilà, il y a quand même des limites à ça. On n'a pas dit qu'il fallait des équipes que féminines. En fait, il fallait quand même des hommes et des femmes, mais que malgré tout, voilà. Et moi, ça m'a fait penser à... Je me suis dit quand même que dans le métier de l'IT, il n'y a que 25% de femmes. Alors peut-être qu'on a une marge de progression pour améliorer l'intelligence collective dans nos équipes. Je ne sais pas, c'est une idée. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Lewin a dit « Le groupe est supérieur à la somme des individus qui le composent ». Moi, j'ai répondu un petit peu vite tout à l'heure, et j'ai envie d'apporter une autre réponse. Moi, je me dis que la force du collectif ne repose pas uniquement sur la somme des individus, mais peut-être aussi sur l'inclusion et la diversité. Alors, j'ai parlé des femmes, mais il n'y a pas que des femmes, hein, bien sûr, non, l'inclusion et la diversité. Et en fait, je vais conclure cette keynote par une question que je vous laisse, et on pourra en discuter pendant ces 3 jours si ça vous intéresse. C'est quelle force pourrions-nous atteindre s'il y avait plus d'inclusion et de diversité dans nos métiers et dans nos équipes? Et sur cette question, eh bien, je vous souhaite à tous un bon... Enfin, je vous remercie, je vous souhaite à tous un bon Agile Grenoble 2024. Ah, okay. J'ai pas fini, j'ai un truc à dire après. Hein. Ta copie ? Alors, merci. Alors, juste quand même, avant de finir, je tenais quand même à remercier des personnes en particulier, mes amis gilistes. Alexandre Boutin, Amina Bourguiba et Adrien Chantôme, qui ont été mes relecteurs sur mes slides et qui m'ont apporté de nombreux conseils, qui sont des sources d'inspiration. Le livre d'Amina Bourguiba sur l'incertitude, que je peux vous conseiller, si ça vous intéresse aussi. Le livre de Cialdini, Influence et Manipulation, mais en gros, le résumé que je vous ai fait, je pense qu'il n'est pas suffisant. Voilà. Je fais pas de la bonne pub pour son livre. Et bien sûr, Viveris, qui m'a permis de faire cette conférence. Et en tout cas, merci à vous tous.